enchaînons sans trop tarder avec notre quatrième et dernière intervention dans le domaine de la santé mentale au travail. Et si vous êtes vigilant, vous allez voir qu'il y a une différence sur cette plaque par rapport aux plaques introductives des autres plaques. Qu'est-ce que j'ai rajouté à ce niveau-là? J'ai ajouté l'acronyme RPS, dont je ne vais pas précisément parler précédemment et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez bien. Mais avant de commencer cette intervention, le docteur Wadi a une question d'un des participants qui me semble très pertinente. Docteur Wadi, que dit la question? Alors, la question, c'est le lien est étroit entre le stress, la souffrance et le harcèlement. Comment faire la part entre les trois? Le lien est étroit entre le stress et la souffrance. Là, le lien entre le stress et la souffrance, c'est que la souffrance est la conséquence du stress. C'est la conséquence. Maintenant, le lien entre le stress et le harcèlement. Oui. Le stress, c'est un concept qu'on a expliqué au plan physiologique, au plan psychologique et au plan causaliste, où on a les facteurs de risque dans des organisations de travail pathogènes. Nous avons dit qu'en matière de harcèlement, il faut qu'il y ait une intention de nuire, il faut que cette intention de nuire soit répétitive, mais justement, quels sont les mécanismes qu'utilise le harceleur? Il utilise les mécanismes des situations, des organisations de travail pathogènes qui va créer un état de stress qui va aboutir à des problèmes de santé, comme nous l'avons expliqué. Le problème aussi, c'est que le stress ici, dans le harcèlement moral, peut revêtir une forme typique du stress post-traumatique, quand l'agression est vraiment très importante. D'accord? Donc, il y a un lien étroit. Au fait, quand on avait pris le temps de développer le stress, le concept du stress au travail à travers l'approche physiologique, l'approche psychologique, l'approche causaliste, c'est pour expliquer que ce sont ces mécanismes qui sont communs à toutes les situations de souffrance au travail. Que vous appeliez ça burn-out, que vous appeliez ça violence, que vous appeliez ça harcèlement moral, ce balolania, c'est une situation de stress où il y a un déséquilibre entre les ressources perçues de l'individu pour faire face aux contraintes de sa situation de travail. Dès qu'il y a déséquilibre, il y a souffrance. Et dès qu'il y a souffrance, il y a risque de pathologie liées au stress qu'on a expliqué. Et si derrière, si cette situation perdure, ça va donner lieu à notamment à un syndrome d'épuisement professionnel. Et si cette situation de stress était utilisée intentionnellement par une personne dans mon milieu de travail, et bien là, c'est une étiquette de harcèlement moral. Si je suis agressée verbalement, je suis victime d'une situation de stress aiguë et elle doit être prise. Il y a une détresse qui va se manifester rapidement, ce n'est pas un processus chronique, et cette détresse, on a relevé le caractère d'un accident de travail et c'est une souffrance que nous devons prendre en charge. Est-ce que vous voyez le lien entre tout ça? Le stress génère de la souffrance. Dans la chronicité, elle peut aboutir à un harcèlement, à un burn-out que j'ai expliqué hier, parce que le burn-out, c'est un peu particulier, il a du succès, etc. J'ai dû vous dire ce que c'est. Je devais vous le dire. Mais quand c'est intentionnel, ça devient du harcèlement. Et si je suis agressée, c'est que dans mon organisation, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis victime d'agression, c'est aussi une situation de stress. Et pour ne pas trop s'égarer avec cette farandole de concepts, tout ça a été ramassé sous les vocables de risques psychosociaux. Et j'emprunte à l'IMRF ces plaques que je trouve vraiment extraordinaires. Donc, c'est quoi les risques psychosociaux? C'est les violences externes. Nous en avons parlé. Les insultes, les menaces, les agressions, les incivilités. C'est le stress. Nous en avons parlé aussi. Le stress, c'est le déséquilibre. J'insiste, si vous devez retenir quelque chose, c'est ceci, entre les contraintes et les contraintes perçues par l'individu et les ressources perçues par l'individu pour faire face et élaborer des stratégies d'adaptation.
Il y a les violences internes, vous avez le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les conflits exacerbés. Mais au final, que ce soit le conflit exacerbé ou le harcèlement moral ou les insultes ou les menaces, au plan physiologique, c'est la même chose. Certains appelleraient ça du stress. C'est toujours une mobilisation neuroendocrinienne avec l'adrénaline, la noradrénaline, les glycocorticoïdes, les processus pro-inflammatoires, etc., etc. Donc, ce qui est commun, c'est la physiologie. Ce qui est commun, c'est le premier concept qui a émergé, c'est celui du stress et qui a eu beaucoup de succès pendant des années. Il y a des études qui sont allées plus loin, il y a des vocables qui ont remplacé d'autres, il y a des situations qui ont des particularités, donc on les a expliquées. Et elles ont les mêmes conséquences pour la santé, quand vous le voyez. Ce qui est commun, c'est les conséquences pour la santé, maladie cardiovasculaire, TMS, dépression excitée, épuisement personnel, professionnel, ou burn-out, suicide. Les trois, que ce soit le stress, la violence et les violences externes, si elles venaient à se répéter, les violences internes, les mécanismes physio-pathologiques sont les mêmes, donc les conséquences pour la santé sont les mêmes. Est-ce que cela est clair? Donc, le تفلسفوا les concepts qui بصح le fil rouge تاعهم هذا هو. D'accord? C'est cette phrase que vous devez garder en tête. Et je pense avoir répondu à la question de l'intervenant en visio. Et vous voyez aussi ici une plaque de l'INRS, les 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux. خطره نقول لكم كاين 24 خطره نقول لكم 25 خطره نقول لكم 30 خطره نقول لكم 40 quand on décortique notamment rien que les critères qui ont été pris par Karazak et Segris يخرجوا اكثر من 6 وعلاش 6 et pas 7 bon, maintenant des fois ils disent 7 parce qu'un des critères est scindé en 2 en fait parce qu'il y a eu en France un collège d'experts qui ont élaboré un rapport, il se met le rapport Golac, par rapport au premier auteur, c'est M. Golac, qui l'a rédigé avec toute une équipe pluridisciplinaire, les études françaises, internationales, le problème de la santé mentale, et cette multitude d'études, qu'est-ce qu'elle utilise comme vocabulaire, comme vocable, ils ont harmonisé, ils ont synthétisé pour élaborer une démarche de prévention harmonisée au niveau de toutes les entreprises, y compris dans quel que soit le secteur d'activité. Ils ont arrêté les facteurs de risque psychosociaux en 6 catégories. On est passé du stress, du burn-out, du harcèlement, des violences aux risques psychosociaux. Parce que rien d'autre, ce sont des risques professionnels qui se jouent au niveau de la sphère psychologique et sociale dans l'organisation du travail à proprement dire et les rapports sociaux au travail. C'est pour ça qu'on a besoin de risques psychosociaux. C'est quoi les risques psychosociaux? C'est le stress, c'est les violences. Des fois, ils disent le burn-out, des fois, ils disent le souffrance au travail. Voilà. Et là, on a compris le mécanisme qui unit tous ces concepts. Quelles sont les 6 catégories de risques psychosociaux retenus? Intensité et temps de travail. Donc, on a l'intensité ou le temps de travail, on a la surcharge du travail. L'existence d'objectifs réalistes ou flous, longue journée de travail, instructions contradictoires, travail en horaire atypique, imprévisibilité des horaires de travail, etc. Il y a plusieurs sous-facteurs, si vous voulez, dont nous avons parlé hier. L'intensité et le temps de travail, ce qu'on a dit, le Karazak, la demande psychologique, ou le Segris, les efforts extrinsèques. C'est ça. Donc, ce sont des critères dont nous avons parlé. C'est l'intensification de la charge de travail ainsi que les problèmes de contraintes de temps et d'horaire de travail atypiques. Le deuxième facteur, ce sont les exigences émotionnelles. C'est très important. Tension avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine, exigence de devoir cacher ses émotions. Ce sont des facteurs de risques psychosociaux en rapport avec un travail qui est très exigeant au plan émotionnel. Stress chronique, là on est un peu dans la rubrique, le burn-out, le burn-out, etc. D'accord? Parce qu'il y a une relation d'aide avec autrui. Il y a autre chose aussi, exigence de devoir cacher ses émotions. Quand on est derrière un guichet d'une banque,
non seulement c'est costume cravate, mais c'est le sourire affiché. Et se bug le sourire du mat. Donc, tout ça, c'est des efforts sur soi. Il y a ceux qui vont pouvoir tenir, on ne sait pas combien de temps, mais il y a ceux qui, d'emblée, ne pourront pas tenir. Donc, là aussi, Cédric avait dit qu'il y avait le surinvestissement. La vulnérabilité, la vulnérabilité, la fragilité de la personnalité qui ont été décrits également par Maslach dans le syndrome du burn-out. Donc, vous voyez que tout est relié. Là, on a une vue d'ensemble parce que je tiens à ces plaques. Pourquoi? Parce que ça résume tout ce que j'ai dit depuis hier. Il y a des choses sur lesquelles je me suis bien exprimée, peut-être que d'autres moins bien. Le manque d'autonomie, ça a été abordé hier dans le concept de Karazek. Faible marge de manœuvre pour faire son travail, rythme de travail imposé, ne pas pouvoir développer ses compétences, ne pas participer aux décisions. Là, c'est du pur Karazek. D'accord? Dans la latitude décisionnelle. Rapports sociaux au travail dégradé. Nous en avons parlé aussi également hier, le Karazak et un peu le Cédric qui en parle. Relations conflictuelles avec les collègues ou avec la hiérarchie, aucune perspective de carrière, déficit de reconnaissance. Nous sommes dans le soutien social et nous sommes aussi dans le manque de reconnaissance qui a été mis en exergue par Cédric. Conflit de valeurs. Nous en avons parlé dans le chapitre burn-out. Pour le burn-out, nous avons dit ne pas être fier de son travail, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Là, on certifie qu'en déclaration d'accident du travail est une source de conflit pour vous. Donc, c'est une source de souffrance mentale pour vous, médecins. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc, si ça dure pendant un temps, vous allez être dans des situations de stress. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Quand vous tapez sur le système en tant que médecin du travail, vous ne faites pas les choses comme vous le pensez, quand votre morale vous le dicte. Vous allez obtempérer jusqu'à une certaine limite. Certains vont craquer, à dire bon, j'ai rien à faire, ils vont claquer la porte. D'autres, c'est leur corps qui va craquer ou c'est leur mental qui va craquer. Donc, on est dans les conflits de valeurs. C'est un critère très important à prendre en charge. Il y a l'insécurité de la situation de travail. Il y a aussi sécurité, on a parlé dans les récompenses. Donc, peur de perdre son emploi, non-maintien du niveau de salaire, contrat de travail précaire, restructuration, incertitude sur l'avenir de son métier. Voilà les 6 facteurs qui ont été réunis dans le rapport GOLAC pour permettre et faciliter l'évaluation des risques psychosociaux. Donc, c'est l'évaluation du bien-être au travail, c'est l'évaluation de la souffrance, c'est l'évaluation du burn-out, c'est l'évaluation du harcèlement moral, c'est l'évaluation des violences, etc. D'accord? Est-ce que le résumé vous parle? Ça. Donc, voilà les facteurs que je viens de décrire, qui ont été repris par l'INRS notamment et beaucoup d'autres publications. C'est un rapport sur le mesurage des facteurs psychosociaux de risque au travail pour pouvoir les maîtriser. Donc, c'est pour faciliter et asseoir une démarche de prévention. C'est le rapport GOLAC. Donc, si vous lisez les choses sur ça, qui a été publié en 2011. Chez eux, la démarche est plus structurée. Chez nous, nous avons le socle législatif, j'ai parlé de la loi 88-07, j'ai parlé de la loi 90-11, qui garantit les droits aux travailleurs à une situation de travail où la sécurité et la santé au travail devraient garantir, y compris la santé mentale. Mais nous avons des grands principes de prévention. On n'a pas trop les réglementations qui vont nous détailler que devons-nous faire. Et vous vous retrouvez la plupart du temps seul, si ce n'est comme seul accompagnement de psychologue et de psychiatre, parce que sur les lieux de travail, votre intervention reste généralement lettre morte et vous ne voyez pas nos résultats. Donc, du coup, vous êtes déçus de votre métier et vous n'êtes pas à l'abri du burn-out. Donc, faites attention à vous. Donc, les 6 facteurs de risque que je viens de donner, intensité et temps de travail, exigence émotionnelle, faible autonomie au travail, rapports sociaux dégradés, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail, c'est ce qui a été réuni comme facteurs de risque. Et les risques qui découlent de cette exposition sont les risques psychosociaux qui sont réunis sous les vocables du stress que nous avons vu, j'espère que vous avez compris, les violences internes, les tensions, les conflits, le harcèlement, les violences externes. C'est tout ce que c'est le résumé, si vous voulez, de tous ces concepts-là pour ne pas vous perdre. Parce qu'en lisant plein de choses, vous êtes perdu. Là, ça vous fait une synthèse. Ces risques psychosociaux ne sont pas en rapport avec ces facteurs de risque,
ne sont pas indemnes de conséquences, aussi bien pour la santé que pour l'entreprise. Pour les salariés, l'épuisement professionnel, le burn-out, c'est une conséquence du stress. Les maladies cardiovasculaires, nous avons compris pourquoi. Les TMS également, la dépression, l'anxiété, voire même le suicide. Ici, les conséquences pour l'entreprise, c'est la santé. Ça, c'est un des indicateurs de risque, le turnover, la dégradation de la productivité, pardon, la démotivation des équipes, l'atteinte de l'image de l'entreprise. Et dans nos écrits, nous devons mettre en avant ces conséquences pour l'entreprise. Si on ne fait pas vraiment asseoir la prévention, eh ben, ça va se dégrader de plus en plus. Et ce n'est pas que le travailleur qui va en souffrir, mais également l'entreprise. Et là, on aura une écoute. Donc, il faut aussi apprendre à rédiger vos écrits. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Motivé, il faut que ce soit bien réfléchi. Vous devez peser le mot qu'il faut. Donc, s'il y en a un qui vous semble un peu plus agressif qu'un autre, il faut être neutre, pragmatique. D'accord? Comment agissent ces facteurs psychosociaux? Donc, selon les situations de travail, elles sont variables, elles sont complexes parce que les facteurs de risque à lui sont multiples et durs, etc. On va voir. Les facteurs de risque psychosociaux peuvent se compenser. C'est-à-dire, certains ont un effet tampon, un effet protecteur. Nous avons dit hier que parfois nous ne pouvons pas agir sur la charge de travail, mais nous pouvons agir sur les récompenses. Nous pouvons agir sur le soutien social qui va un petit peu rééquilibrer les choses et faire passer la pilule de la pénibilité, qu'elle soit physique ou mentale, des postes de travail. Et ça, on l'avait dit hier par rapport au rapport de Segris et de Karasek. Donc, comment agissent ces facteurs? Toujours, là, les études, elles sont en faveur de quoi? Elles sont en faveur que ces facteurs de risque s'inscrivent dans la durée. Il y a la chronicité de l'exposition. Les facteurs de risque psychosociaux perdus peuvent en effet créer un état de stress chronique, ça on le sait, qui représente un risque pour la santé. Et maintenant, au bout de 2 jours de formation, normalement, on le sait très bien. Ils sont subis par les travailleurs, d'accord? Les facteurs de risque psychosociaux subis sont vécus plus difficilement. Là, je donne l'exemple d'une infirmière hospitalière qui pourra supporter la confrontation quotidienne à la maladie. Donc, il y a une exigence émotionnelle dans la mesure où en choisissant ce métier, alors qu'on essaie les contraintes. Une infirmière du service d'oncologie ou un oncologue, il sait qu'il va être confronté au cancer. Donc, c'est déjà que ce sera fini, aussi bien physique qu'émotionnel. Mais par contre, la confrontation à la maladie, je peux l'accepter. Je peux faire un travail sur moi, mais elle acceptera mal l'absence d'horaire planifié pour faire le point avec ses collègues sur l'état des patients ou le manque de matériel pour les prendre en charge directement, comme il se doit. Donc, les organisations du travail, surtout dans les relations d'aide, commencent à devenir des organisations de travail. Pratiquement, on revient au taylorisme, à l'organisation scientifique du travail. On est en train de soigner le travail de son essence, si vous voulez, dans son rôle de la construction identitaire des sujets. Ces facteurs psychosociaux, ils sont nombreux. Ils ont été regroupés dans ces rubriques, ils sont nombreux. Et leur accumulation va aggraver davantage les situations. Par exemple, dans certains centres d'appel téléphonique, les employés doivent, dans un temps limité, respecter strictement un script de conversation avec le client. Tout en répondant à ses questions et en remplissant une fiche informatique. Et tout ça dans une ambiance bruyante avec l'affichage sur un écran du nombre de clients en attente, tout en affichant une attitude positive malgré l'agressivité de certains clients. Voilà un exemple d'une situation de travail difficile où il y a plusieurs facteurs de risque de stress qui vont être réduits d'une situation de travail avec lesquelles il est difficile d'asseoir un équilibre. Ils sont incompatibles entre eux. Il y a la coexistence de certains facteurs antagonistes qui vont affecter particulièrement la santé. Exemple, une forte exigence de productivité et de faible marge de manœuvre. Source, comme on l'a vu hier, de situations qui pourraient mettre le travailleur en tension psychique. Ce qui a été décrit dans le modèle de Karasek. Encore un antagoniste pour ces grises, une forte demande de productivité et de faible récompense, quelle que soit la nature. D'accord? Hier, je vous ai dit, le médecin du travail, je lui demande de prendre moins de temps pour sa consultation, mais je veux qu'il fasse une consultation de qualité.
Très difficile à jongler avec ces deux critères. Il va falloir faire avec parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est une question donc d'équilibre dans la perception des contraintes de la situation de travail par rapport aux contraintes perçues et aux ressources. Tant qu'il y a une adéquation, tout va bien. Et on sourit. S'il n'y a pas d'adéquation, c'est une situation de déséquilibre. C'est la situation de stress décrite par Anseli, par Lazarus, etc. Donc là, j'ai un déséquilibre entre le poids des contraintes et le poids des ressources dont je dispose. Comment on pourrait régler ça? On avait dit hier, il faut aller vers les facteurs qui ont un effet tampon sur le poids de ces contraintes-là. Et on va aller vers les facteurs modulateurs de cette charge. On va aller puiser dans la reconnaissance, que sont monétaires, le respect, la progression, la stabilité de l'emploi, etc. Et dans le soutien social avec un collectif soudé où il y a le sentiment d'appartenance et avec un management de leadership où on va favoriser le développement du leadership plutôt que d'aller vers des managements, comme on l'avait décrit tout à l'heure, de terreur. Et tout ça va contrebalancer le poids des contraintes et ça pourra permettre au sujet d'équilibrer ce poids des contraintes par rapport à ses ressources parce qu'il y a d'autres sources de satisfaction. Donc, en résumé, les situations de travail qu'on a qualifiées de pathogènes se caractérisent par des demandes élevées, comme vous voyez sur le schéma, et d'une autonomie faible. Et ce qui va encore aggraver la situation, c'est dans ces situations, les travailleurs ne peuvent pas jouir d'un soutien faible. Et le soutien, hier, Karzak nous l'a bien expliqué, j'étais son porte-parole, donc le soutien émotionnel et le soutien instrumental. Au déterminant de la demande forte et de l'autonomie faible, du soutien faible de Karazek, il y a ce qui va aggraver la situation, c'est l'absence de reconnaissance. Tous ces déterminants de la situation de travail que vous allez qualifier de situation de travail ou d'organisation de travail pathogène, va avoir des effets négatifs sur la santé puisqu'il y aura un chamboulement neuro-hormonal. Et il va y avoir une dégradation du rapport au travail qu'on pourrait avoir dans le harcèlement moral et surtout dans le burn-out, comme on l'a décrit, il y a une perte de sens du travail. Donc, c'est très grave. C'est ce qu'il y a de, ça veut dire que votre travail ne veut plus rien dire. Vous n'avez plus aucun intérêt. Nous avons dit hier que les 3 signes qui doivent attirer notre attention, c'est quand quelqu'un est fatigué, et que cette fatigue ne s'améliore pas avec le repos, avec les arrêts de travail. Et quand il perd le plaisir de venir au travail, ça aussi, ça doit vous alerter. Et quand il a besoin de faire appel à un petit remontant, que ce soit trop de café ou trop de thé, ou un petit joint ou un petit anxiolytique, là, ça ne va pas. Ça veut dire que la situation est dans une situation de mal-être. Et en tant que médecin du travail, c'est à cette étape que vous devez agir. Donc, à l'instar de tous les autres risques professionnels, nous sommes dans une démarche de prévention. Et la loi vous y oblige. En tant que médecin du travail, je cite la loi 88-07. Et vous devez travailler avec les autres acteurs de prévention, qui sont la commission paritaire d'hygiène et de sécurité, et surtout le service d'hygiène et de sécurité, où c'est son travail d'évaluer les risques et de proposer des recommandations qui doivent être accompagnées. Donc, dans cette démarche, on doit identifier les facteurs de risque présents dans ces organisations de travail. Nous devons aussi analyser les modalités d'exposition des travailleurs à ces facteurs de risque. Là, c'est-à-dire qu'on doit se déplacer et faire une analyse réelle de la situation de travail. C'est comme ça qu'on pourra intégrer ces risques psychosociaux en identifiant les facteurs de risque dans la démarche de prévention, qui se doit être globale. Pourquoi on interviendrait pour le risque chimique, pour les autres risques de charge physique, etc., mais pas les risques psychosociaux qui génèrent de la souffrance. C'est comme l'article 6 de la loi 83-13. C'est pas une lésion corporelle. Parce qu'il est vrai que les employeurs ont plus peur des lésions corporelles visibles que de ceux qui se cachent, comme la souffrance mentale, comme les conséquences, certes plurifactorielles, qui aboutissent à des diabètes, à des hypertensions, à des cancers, à l'exacerbation de certaines pathologies immunoallergiques, telles que l'asthme, le psoriasis, et qui ont des conséquences sur le travailleur, parce qu'il va être déclaré temporairement, vous allez le mettre en arrêt de travail. Le problème, c'est que dès que vous le remettez, c'est la flambée aussi.
Donc, le problème, ce n'est pas le parcours médical de soins, c'est plutôt quelle est l'action sur le terrain pour améliorer la situation. Donc, vous devez savoir vendre vos arguments. Vous devez être vendeur de votre démarche de prévention. Raisonnement pour voyez, c'est quoi l'intérêt derrière? Là, madame, changer d'entreprise, je dis doucement. Donc là aussi, j'emprunte une plaque. Donc, c'est une démarche de prévention qui va s'inscrire soit d'un projet. On a assis dans l'entreprise une démarche de prévention. Donc, il y a une politique de santé et sécurité au travail. Il y a des plans d'action. Là, je parle à des intervenants qui sont dans une entreprise qui est certifiée ISO 45001. Je ne me trompe pas. Donc, en matière de santé et de sécurité au travail, vous avez fait votre évaluation des risques, sinon vous n'aurez pas la certification, ou du moins vous ne la garderez pas si vous l'avez déjà eu. Donc, il faut évaluer les risques. Parfois, il faut évaluer les risques psychosociaux dans les situations de travail existantes. Ce n'est pas dans une démarche globale, mais on cible certaines situations. Parfois, c'est quand il y a une alerte, une plainte d'harcèlement, une plainte de conflit exacerbé, un début de syndrome d'épuisement professionnel. Donc là, on doit y aller. Et parfois, c'est quand il y a une atteinte à la santé qui vous semble avoir un rapport avec l'organisation du travail que vous pensez qu'elle est pathogène. Donc, c'est une démarche, à l'instar des autres démarches qui se préparent en pluridisciplinarité, le service d'hygiène de sécurité notamment, le staff de la direction. On va aboutir, nous, médecins de travail, on a appris dans notre cursus à analyser les situations de travail réelles. Et là, à partir de résultats de nos investigations, avec le service d'hygiène de sécurité ou sans, débrouillez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce type de service. Et parfois, quand il y a un service d'hygiène de sécurité, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est peut-être que le statut du médecin du travail, c'est que le service de médecin du travail est mis parfois sous la tutelle du service de la HSE. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas... On travaille ensemble, mais on n'est pas sous votre responsabilité. Parce qu'après, vous allez vous retrouver à vous dire non, faites ceci, ne faites pas cela. Alors que la législation et la réglementation, en matière d'action, elles sont tout à fait claires. On a donné l'exemple type, c'est le certificat de déclaration de l'accident du travail. Et il y a évidemment toute démarche où on a fait analyser les situations de travail, on a trouvé les indicateurs de risque. On doit planifier cette prévention. Il faut la mise en œuvre de ce plan d'action, donc il faut mettre les mesures de prévention. Évidemment, il faut qu'il y ait un suivi des actions. Ça, c'est une démarche de prévention que vous connaissez, donc je ne m'y attarderai pas trop. Et comme vous le savez, il y a 3 paliers de prévention. À l'instar des autres risques, il y a la prévention primaire. Ça, c'est la véritable démarche de prévention parce que c'est cette démarche-là qui va aboutir à la réduction des facteurs de risque ou mieux les éliminer pour pouvoir travailler en toute sécurité mentale, je dirais. Donc, quand on peut supprimer le risque, on les supprime, mais sinon, on voit quelles sont les procédures, quelles sont les mesures à mettre en place pour les réduire. La prévention secondaire, malheureusement, ne va pas à la source et n'a aucune possibilité de réduire, mais nous agissons sur les caractéristiques personnelles et les mécanismes des individus visant à les outiller individuellement ou collectivement contre les différents risques. Naya, c'est la démarche de Lazare qui dit que si vous souffrez, c'est qu'il y a une fragilité. S'il y a une fragilité, nous devons renforcer un peu vos mécanismes de défense pour pouvoir faire face. Et là aussi, dans cette rubrique, c'est le pouvoir de donner libre cours à la parole, la création de groupes de parole, l'accompagnement, etc. Le dernier palier, malheureusement, il ne s'agit pas réellement de prévention, mais il s'agit de réparer les dégâts qu'ont subis les personnes dans le sens médico-légal ou le fait aussi de pouvoir les réintégrer à leur poste de travail ou les reclasser ou bien les faire jouir de leurs droits sociaux comme l'invalidité, etc. Et ça, c'est malheureux d'en arriver là. Mais vous devez le gérer puisque ça génère un handicap. Donc, pour la prévention tertiaire, l'accent est mis sur l'individu et non sur le collectif. Elle vise à prendre en charge la souffrance du salarié, certes, avec un accompagnement du salarié dans une logique de réparation et dans la gestion des dimensions aussi bien physiques, cognitives que psychosociales. Et là, ça va permettre de diminuer les manifestations du stress ou de pouvoir lui changer de poste et favoriser son retour. Donc, l'intérêt, oh, ça ne va pas être...
possible, mais je vais essayer. Le risque zéro n'existe pas, malgré la mise en place de la prévention primaire et secondaire, prévention de la désinsertion professionnelle, mais sa limite, c'est qu'elle est plus utilisée, c'est la plus utilisée, mais la moins efficace. D'accord? Pour la tertiaire. Ça, vous connaissez en principe, je dois passer rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette démarche? Accompagnement psychologique, suivi médical, prise en charge des événements traumatiques en entreprise. Notamment les agressions dont on a parlé tout à l'heure. La secondaire, elle met aussi l'accent sur l'individu et non sur l'organisation. Elle vise à réduire les atteintes de la santé. Et là, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider ces travailleurs à mieux faire face. C'est tout. Développer leur stratégie de coping. Donc, dire que c'est le travailleur qui est en faute de par sa fragilité ne réglera pas le problème parce que nous savons que les organisations de travail ont des facteurs de risque. Et si vous n'agissez pas sur ça, vous allez même seulement mener uniquement des actions de prévention secondaire, va donner le sentiment que l'entreprise va reporter sa responsabilité sur le salarié. La responsabilité qu'elle doit assumer sur le salarié. Si vous stressez, je vous le dis, c'est de votre faute. D'accord? Quels sont les exemples d'actions? Là, on le fait. Formation, sensibilisation sur les techniques de gestion du stress, les techniques de relaxation, la formation au management, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Formation à la gestion des conflits, gestion des incivilités. Ça ne règle pas les problèmes, mais ça renforce les stratégies de coping. La diffusion des bonnes pratiques, la mise en place d'analyse des pratiques professionnelles. Que dois-je dire encore? La prévention primaire, c'est la meilleure, mais c'est la plus efficace, mais c'est la moins utilisée, parce que sinon l'employeur va reconnaître que réellement ces organisations de travail sont pathogènes et lui, il ne veut pas. Ne vous en mêlez pas trop, s'il vous plaît. Hein. Vous, les médecins du travail, vous nous empêchez de tourner en rond. Donc là, dans la prévention primaire, on fait l'analyse des conditions de travail, mais certaines entreprises font des audits aussi en fin d'année, surtout quand on sont impliqués dans la certification, où elles font passer régulièrement un questionnaire sur le bien-être au travail pour montrer qu'ils ont été performants, que tout le monde est satisfait, vous voyez, nous faisons des efforts en matière de prévention. Il y a un contrôle régulier de l'état des locaux et des outils pour améliorer les conditions de travail, et elle met à jour le volet risque psychosocial dans l'évaluation des risques professionnels. Certes, l'évaluation des risques professionnels ne se retrouve pas dans notre réglementation, mais nous devons intervenir sur le terrain pour justement améliorer les conditions de travail, et toute intervention va commencer par l'identification des risques, une évaluation et des recommandations avec un plan d'action et un suivi. Donc, même si ce n'est pas dit dans la réglementation, nous le faisons. Nous empruntons les outils à d'autres réglementations, notamment étrangères, pour pouvoir le faire. C'est tout. Donc, on a une conduite d'une démarche de prévention en interne pour poser un diagnostic de situation et proposer, comme je vous l'ai dit, un plan d'action qui doit être suivi avec le de sécurité et avec la CPHS. Tout le monde doit être impliqué. Donc, le médecin du travail, précisément, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui rencontre les travailleurs. Dans sa consultation médicale, et là, il y a un rapport privilégié, médecin du travail, travailleur, et le rencontre aussi dans les situations de travail réelles, puisque nous devons passer un temps de notre temps de travail à analyser ces derniers. Bon, il n'est pas dit que nous devons y consacrer un tiers de notre temps comme ailleurs, mais nous devons consacrer ce temps de travail en fonction de l'importance des risques et en fonction du secteur d'activité. Et le vôtre n'est pas de moindre. Pour écouter leurs difficultés, évaluer leur état de santé et les orienter, si besoin, vers le système de soins. Ça, c'est ce que vous faites au quotidien. Ils devraient fonctionner en équipe pluridisciplinaire, j'ai dit conditionnelle, parce que, comme je le répète, on agit souvent seul. Il peut constater l'incompatibilité du maintien, ça c'est l'aptitude, donc soit une aptitude temporaire. Et attention, dans les cas d'inaptitude temporaire, vous mettez le travailleur en arrêt de travail. Parfois, vous doutez s'il va l'appliquer ou pas. La question m'a été posée. Vous devez donner un arrêt de travail et s'il y a une inaptitude qui est prononcée d'après vous de façon temporaire, parce que vous l'avez mis en arrêt de travail, vous devez envoyer la fiche de suivi de consultation. Vous mettez que cette personne est inapte pour 10 jours, par exemple, actuellement en arrêt de travail, et doit être revue par le médecin de travail à sa reprise. Parce que la reprise obligatoire ne peut se faire qu'après 21 jours d'arrêt de travail, au moins. Mais là, je suis dans une situation où je veux le contrôler, et je suis dans mon droit
puisque c'est comme ça que je dois travailler. On peut proposer donc un aménagement. Évidemment, tout ça, vous le savez, et vous savez que vous avez libre accès à tous les lieux de travail, y compris la cantine, le base-vie, etc., pour voir si réellement ces travailleurs sont bien dans leur milieu de travail. Toutes ces actions, vous les connaissez et j'en ai parlé à part. Il s'agit, dans la démarche de prévention, de détecter les premiers signes de malaise. Ça, ce n'est pas propre aux médecins du travail. Chacun à ce niveau, on doit détecter sur le plan physique, et là j'insiste, une perte, ou bien une prise de poids, perte de sourire, visage fermé, tension physique, agitation du travailleur, ça alerte. Le travailleur mange mieux. Soit il souffre au travail, soit il souffre et en plus, il prend quelque chose. Au plan émotionnel, au plan comportemental, il y a un retrait, il y a une absence de communication, il y a un isolement, il y a un manque d'application, il y a un ralentissement, les erreurs sont répétées, des oublis, altération des résultats professionnels, absence, retard, addiction. Ça, vous pouvez le savoir que vous êtes, sauf si vous êtes en contact avec les chefs et vous devez sortir sur le terrain et discuter et sensibiliser l'encadrement par rapport à la vigilance. Si vous voyez que quelqu'un manifeste certains de ces signes, il doit vous l'orienter à votre niveau. Et après, il vous appelle, vous dit, voilà ce que j'ai constaté. Elle m'a informé, je continue mon travail de médecin du travail. Sur le plan émotionnel, le travailleur pourrait devenir agressif, impatient, éclosion de conflits, tension, morosité, tristesse, pleurs, crise d'angoisse, signe d'anxiété. Normalement, tout ça, vous le connaissez. Mais c'est à ce niveau-là que nous devons agir. Et quand je suis au courant de ces signes-là, je peux alerter l'employeur dans le strict respect du secret médical. Je vous le dis, je ne parlerai pas de choses. Il y a un problème de souffrance, il y a un problème. Sinon, il y a un problème de souffrance au travail. Et on va essayer de le régler. Vous mettrez à faux, parce qu'à la belle, vous ne devez pas s'agir. Il peut aider le travailleur à faire valoir ses droits sociaux. Nous sommes ses conseillers aussi, soit la reconnaissance en accident de travail, mais moi en maladie professionnelle en Algérie, mais il en est la classe avec les maladies à caractère professionnel, ses droits à l'invalidité, le départ à la retraite, des fois c'est une solution aussi quand c'est possible. On propose aussi des mesures qui visent à préserver la santé des travailleurs par un écrit qui est motivé et circonstancié lorsqu'il constate la présence d'un risque. Nous devons toujours écrire à l'employeur. Parce que mal, ça va dégâts, un suicide ou un accident de travail mortel, vous serez dans le viseur. Quels sont vos écrits? Vous n'avez rien dénoncé. Avec je vous ai écrit jamais avec l'accusé de réception. Pour en plus rien dire. Bien au contraire, la classe, la sécurité sociale, le juge va se tourner contre eux. Est-ce qu'il va vous appeler, le juge à la barre? Pour en témoigner. Ah oui, كان على بالي واش درت؟ ايه de toute façon ما كتب لهم ما يديروا والو واش دخلك؟ خدم خدمتك اكتب. نعم. Il doit يكتب لك غوشي. ايه واش قلنا من قبل انت هذاك جيت هذاك نحن صباحنا نحرشوا ان شاء الله نخرجوا بكسب ما نتمنى. Enfin, les différentes étapes de la prévention, je vous dis tout à l'heure, je ne vais pas les reprendre. Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'évaluation des risques de santé mentale au travail? Nous réalisons des enquêtes et à la base de ces enquêtes, nous utilisons des outils qui sont généralement des questionnaires. Mais on peut aussi faire des entretiens et des observations. Il n'est pas dit que forcément je dois avoir recours à un questionnaire, mais les questionnaires, c'est comme moi, ça fait gagner du temps et c'est plus pratique. Les questionnaires vont sonder les dimensions du vécu subjectif des individus. Vous comprenez que il va vous répondre selon ce qu'il veut, lui, ce qu'il ressent. Ils doivent répondre à des exigences psychométriques spécifiques. Quand vous utilisez des questionnaires comme le Karatek, le MBI, où il y a une cotation, vous devez valider au plan psychométrique les réponses. Parce que le travailleur pourrait cocher n'importe quoi et n'importe comment. D'accord? Et en faisant l'analyse psychométrique, on peut comprendre que c'est soit des réponses qui sont valides, nous validons l'outil dans votre population ou pas. Par exemple, vous avez une échelle de 3 dimensions. On prend le MBA, épuisement émotionnel. Nous avons la dépersonnalisation ou la déshumanisation, la dépersonnalisation crée la déshumanisation, et le manque d'accomplissement professionnel. Tapez-vous avec les 22 questions dans le travail, il va vous répondre. Mais parfois, arriver à la déshumanisation, il ne va pas vous jouer ça.
Donc, vous n'allez pas. Vous devez retrouver dans la validité du construit de l'échelle les trois dimensions. Là, on touche trois facteurs. Ça veut dire les réponses sont khaltées. Vous devez aussi voir l'homogénéité interne que les travailleurs ou les personnes interrogées vous ont répondu fidèlement. Je vous donne un exemple. Ça fait une des questions avec Michel Vicaire, avec 4 réponses. Aimez-vous les fruits rouges? J'adore, c'est la meilleure réponse. Peut-être aimez-vous les fraises? Pas du tout. Aimez-vous les framboises? Pas du tout. Quand vous allez analyser, j'ai la cohérence. Ça veut dire la réponse c'est oh, كذب. ولا بالكش ما كذبش. ماشي هي الفت des questionnaires cochés au hasard. C'est pour ça que quand on utilise, je répète, c'est quand on utilise les scores. Maintenant, vous pouvez remplacer le score par quelque chose de qualitatif. Oui, non, là c'est binaire. Voilà ceux qui disent que ça oui ou là, pas vraiment, etc. Et là, la psychométrie, c'est une discipline particulière donc il faudra maîtriser. Les psychologues la maîtrisent mieux que nous. Donc là, je passe. L'un des questionnaires qu'on connaît le plus, c'est celui de Karatek, qui est utilisé. Un quart d'heure. Là, c'est un quart d'heure. Le Karatek, il y a plusieurs versions. Malais, j'ai apporté précision. Lazarus et Folkman aussi, c'est un questionnaire. Le Segris, c'est un questionnaire qui porte sur les trois dimensions. On a le barah déséquilibre et forme de connaissance. Donc, je ne reviens pas là-dessus avec le questionnaire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez utiliser des questionnaires pour évaluer les situations stressantes, c'est-à-dire est-ce que la situation est susceptible d'entraîner de la tension psychique. Le deuxième volet de votre évaluation, c'est de porter sur les effets sur la santé. D'accord? Ce sont deux types de questionnaires. Vous allez utiliser le Karatek, vous trouvez qu'il y a une surcharge, une demande psychologique élevée, il y a une latitude décisionnelle moins bien, pour telle catégorie, le soutien social est mauvais. Là, ce sont les facteurs de risque. Mais après, vous allez interroger les mêmes travailleurs sur leur état de santé. Vous allez utiliser l'échelle de mesure du stress psychologique, par exemple. On appelle un aspect. Je suis tendu ou crispé, je mets plus d'une demi-heure pour m'endormir, je suis calme, je suis stressé. Vous pouvez voir, vous pouvez utiliser la HAD pour la dépression et l'anxiété. Ça peut s'utiliser pour évaluer l'état de tension, l'état de souffrance ou de tension de l'individu. Il y a le MBI dont j'ai parlé. Et le MBI, il y a d'autres aussi, parce que le MBI qu'on a il y a la version qui est validée pour les personnes qui sont dans une relation d'aide, et il y a celle qui est aussi destinée à tous les travailleurs. D'accord? Quel que soit le domaine. Là aussi, il y a la short version du MBI. Donc, il y a beaucoup de versions. C'est à vous de choisir lequel. Là, ça va évaluer la tendance burn-out. Je vous ai dit, attention, dans l'évaluation globale pour une étude, c'est pas trop ce qu'il y a de mieux, surtout le global. On peut prendre dimension par dimension. Sinon, en individuel, elle peut s'utiliser en clinique. Mais attention aussi, parce que là, je fais le conflit, il va vous répondre négativement. Donc, vous allez peut-être à tort poser un problème de burn-out, mais je préfère que vous prêchiez par excès que par défaut. Donc, voilà, j'ai parlé de la cohérence interne des items, Donc, nous avons surtout le questionnaire SATI qui a fait beaucoup de succès en ce moment. Il y a le questionnaire du Karatek dont j'ai parlé. Il revient souvent dans. Là, vous avez juste une plaque pour les différents questionnaires. Un dit le GOLAC, je vous en ai parlé. Karatek, vous connaissez. Il y a le modèle de Segris, vous connaissez aussi. Le WOC, il est un peu compliqué, il y a plus de 200 questions. Il y a l'Iman, oui, la grille de l'Iman pour les violences. Et vous avez des outils, faire le point, beaucoup d'outils de l'INRS pour faire le point. Dans le VRP, il y a un document très intéressant, c'est évaluer les facteurs de risque psychosociaux, l'outil RPS DU. DU, c'est le document unique.
ce que fait le service de sécurité au niveau de l'entreprise, il fait la démarche de l'évaluation des risques. Si vous avez accompagné le service de sécurité dans ça, ils utilisent généralement des méthodes quantitatives par la cotation. D'accord. Et là, on a un document qui est très intéressant, dédié spécialement aux facteurs psychosociaux. Nous avons dans les différentes étapes, je passe, où vous avez, par exemple, ici, les contraintes de rythme de travail, et vous avez 4 paliers. Vous pouvez les mettre en 1, 2, 3, 4, ou bien jamais, non, parfois plutôt non, souvent plutôt non, et toujours oui. Et là, il y a des couleurs, hein, du vert jusqu'au rouge. C'est la même démarche que l'évaluation des risques, des risques en général, mais ici, ils ont retenu 7 critères, donc un des critères Pythagore sont. Et pour chacun, vous avez des questions pour pouvoir les poser à vos travailleurs. Là, il vous donne même après, parce que quand vous avez évalué votre niveau de risque, là, le risque est intense, il vous dit quelles sont les situations de travail que vous avez évoquées, quelles sont les actions de prévention déjà existantes, les actions obtenues par l'entreprise, les délais de réalisation. Ça, c'est le plan d'action. D'accord? Personne en charge de la réalisation, il vous donne même une orientation pour l'exemple. Donc, je vous conseille franchement de consulter ce document et de le faire et de le partager avec le service d'hygiène de sécurité si vous vous lancez dans l'évaluation des risques psychosociaux. J'arrive à la conclusion, comme ça je raterai pas mon avion. La prévention des risques professionnels dans l'entreprise doit se faire dans une démarche participative, même si souvent pour vous retrouver seul, c'est tous les employeurs, c'est tous les acteurs, l'employeur, notre direction, la CPHS, les services de santé au travail ou le service de médecine du travail. Nous serons bientôt peut-être. En fait, dans la loi 1811, nous sommes désignés comme étant des services de santé en milieu de travail. Donc, tant que la loi de 88 n'est pas abrogée, on a un pied un peu dans la santé au travail, puisqu'on est désigné comme étant des services de santé au milieu de travail. Pour ne pas copier sur les autres, c'est le milieu de travail. Donc, le service de sécurité, le personnel d'encadrement, ainsi que les travailleurs, mais aussi l'inspection du travail qui doit jouer son rôle et la CNAS qui devrait ne pas nous refuser les déclarations d'accident au travail. La prévention se doit d'être primaire dans l'analyse des situations de travail, l'identification des facteurs organisationnels au plan psychosocial. Et c'est là où on doit agir. Parce que sinon, vous serez dans le déséquilibre, contrainte ressources perçues, prévention secondaire, prévention corrective, après si j'ai un état de stress chronique avec les conséquences sur la santé. Je crois qu'il reste une diapo. Donc, une action de prévention participative, parce que le travail constitue une pierre angulaire dans la construction de la personnalité des travailleurs, et c'est aussi un besoin qu'ils doivent satisfaire, qui doit faire aboutir le besoin qu'ils ont de s'épanouir. Et le travail doit leur garantir, comme la loi 88 le précise, le plus haut degré de bien-être physique et mental. Et pour ça, il faudra pouvoir agir après avoir pensé les situations de travail et après en avoir débattu. Sinon, il n'y aura pas de solution. Vous allez prendre les cas au cas par cas. En solitaire, il n'y aura pas cette démarche de prévention, sauf si on veut se voiler la face, ou sauf si on veut bien nettoyer la vitrine et l'enjoliver avec plein de choses, puisqu'on est dans des processus de certification. Je n'accuse personne, mais je ne dis plus. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Bensaoud.